Pour ce dernier épisode de l'année, nous avons la chance d'accueillir une légende du basket français, Jacky Chazalon. Considérée comme la meilleure basketteuse française du XXe siècle, Jacky Chazalon possède un palmarès inégalé dans notre sport, pionnière dans beaucoup de domaines, notamment pour son jeu très technique où elle s'est beaucoup inspirée de ce qui se faisait à l'époque chez les hommes. Avec Jacky, nous allons parler des Jeux Olympiques de Montréal en 1976, les premiers Jeux ouverts aux basketteuses, des Jeux que l'équipe de France a ratés malheureusement de peu. Jacky nous expliquera donc le rapport qu'elle et ses partenaires avaient par rapport à ces premiers Jeux potentiels, la façon dont elles avaient abordé cette compétition, sachant que jusque-là, l'aventure des Jeux n'existait pas pour elle. Bienvenue à Parole Olympique. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Parole Olympique, le dernier de l'année. Je suis toujours avec Franck de Basket Rétro, Franck, membre commission patrimoine FFBB. Salut Franck, comment ça va ? Salut Winston, écoute, ça va très très bien. Fin d'année qui arrive à grands pas. On a hâte d'ouvrir les cadeaux de Noël et aujourd'hui on a un beau cadeau sur le sapin avec un témoignage, une parole olympique qui vaut de l'or. Un cadeau extraordinaire puisqu'on a la chance une nouvelle fois de recevoir une immense dame du basket français, Madame Jacky Chazalon. Bonjour Jacky, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, je vous remercie. Voilà, je suis contente d'être avec vous et de parler un peu des Jeux Olympiques qu'on a ratés, qu'on n'a pas fait. Jacky, vous nous faites un immense honneur d'être avec nous aujourd'hui. On est ravis vraiment d'enregistrer ce podcast avec vous. Je vais laisser la parole à Franck, comme on fait toujours au début. Et Franck, cette fois, je crois que tu as une mission presque impossible. Franck, j'en rigole d'avance. Est-ce que tu peux nous résumer la carrière de Jacky Chazalon ? Non mais comme d'habitude, tu me lances des défis pas possibles. Résumer, c'est impossible, il y a trop de choses à raconter. Donc on va essayer d'être synthétique, mais pour autant présenter aux auditeurs la grande carrière de Jacky Chazalon. Jacky Chazalon, c'est 189 sélections et 2334 points marqués avec l'équipe de France, dans les années 70 principalement. C'est aussi 4 finales de Coupe d'Europe et 9 titres nationaux avec le Clermont Université Club. Le CUC, c'était la grande équipe de l'époque, grande équipe de basket féminin de l'époque, avec de nombreuses joueuses qui ont marqué le basket français, dont Jacky Chazalon, avec un style bien à elle, qui était vraiment précurseur de l'époque. Parce qu'au-delà de l'aspect basket, où effectivement le CUC, les demoiselles de Clermont, ont révolutionné le basket féminin en France dans cette époque-là, Jacky Chazalon, ça a surtout été l'icône des années 70, au même titre que les sœurs Guatchel, Annie Fomoz, Christine Caron ou d'autres, Colette Bessot notamment. Voilà, donc ça a été un des visages du basket féminin à cette époque-là, ce qui n'est pas rien quand même. Ce qui est pas rien. Donc une très riche carrière qui lui a permis non seulement de mettre le basket féminin à l'honneur en France, avec donc les demoiselles de Clermont dont on parlait, qui ont été d'ailleurs mises à l'honneur très récemment, avec un documentaire de Nicolas Devirieux qui est passé sur l'équipe, voilà, où on peut effectivement retracer tout le parcours du CUC. Et puis Jacky Chazalon, en fin de carrière, pour montrer à quel point elle a marqué le basket français, a eu des offres de l'étranger, ce qui était extrêmement rare à l'époque. On dépassait rarement le cadre de nos frontières, que ce soit l'Italie, voire même intégrer une ligue professionnelle aux États-Unis. Mais finalement, elle a choisi donc de mettre un terme à sa carrière pour se consacrer à la mise en place de camps de basket. Alors, les camps de basket, au départ, c'était quelque chose qui se faisait peu. Et finalement, elle a commencé à lancer cette mode-là. Et aujourd'hui, des camps fleurissent un petit peu partout. Donc, ça a été parmi aussi les pionnières de ce domaine-là. Et puis, bon, pour montrer à quel point elle a impacté positivement le basket français, ce sera quand même la première femme à entrer dans le FIBA Hall of Fame en 2009. Et elle a également été désignée meilleure joueuse française du XXe siècle par Maxi Basket. Donc palmarès, une fois de plus, long comme le bras. Jacky, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça ? Oui, c'est formidable. Il a bien travaillé, hein ? Super. Il est là pour ça. Jacky, il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce qu'a dit Franck aussi, quand on a partagé nos infos sur vous, sur votre sujet. Il m'a expliqué que ce qui était important aussi pour vous à l'époque, c'est d'avoir inspiré de nombreuses jeunes filles des années 70 à jouer au basket. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur ça ? Oui, l'équipe du CUC était vraiment très très connue à l'époque, comme l'a dit Franck. On passait beaucoup à la télévision, donc sur des chaînes non payantes, enfin gratuites.
Et beaucoup de clubs de petits villages qui nous invitaient à des tournois ou des matchs de démonstration nous disaient « Ah ben nous, on n'avait qu'un club de football et on vient de créer une section féminine de basket ». Alors ça faisait vraiment beaucoup plaisir. Et si on consulte les statistiques que je n'ai pas en tête, hein, notre époque a permis, je crois bien, à ce que le nombre des licenciés augmente d'une façon vertigineuse. Donc ouais, vraiment, vous avez eu un impact complètement même sur votre sport et sur la pratique de votre sport. Oui, oui, je pense, oui. On va commencer à rentrer doucement dans notre sujet. On va parler de cette année 1976 qui va être si important pour nous. On aime bien dans ce Oui. podcast recontextualiser l'époque. Est-ce que Jackie, vous pouvez nous dire à quoi ressemblait le basket en 1976, le basket français, et peut-être vous-même, où est-ce que vous en étiez dans votre carrière? Oui, donc les années 70, qui ont commencé peut-être en 65, 67, nous, on est arrivé avec l'ambition de rivaliser avec les pays de l'Est, qui étaient les meilleures équipes du monde à l'époque, hein. Les Américains n'étaient pas encore là. Les 10 meilleures équipes du monde devaient être en Europe, dans les pays de l'Est, hein. Et nous, on était les 10e. On avait du chemin à parcourir. Et donc, sous l'impulsion de Joé Jaunet, il a réussi à motiver un certain nombre de joueuses, qui étaient celles de l'équipe de France, pour les faire venir à Clermont-Ferrand et former une équipe qui veut s'entraîner durement. Avant nous, il y avait l'époque Edith Aver qui était à Clermont-Ferrand avec 3 titres déjà de champion de France avec l'AS Montferrand. Il y avait aussi l'athlète basketteuse, soufflez-moi son nom, avec Edith Aver, c'était, bon, ça ne me vient pas, mais il y avait une dame formidable aussi. À toutes les deux, elles tenaient l'équipe de France, mais c'était pour nous du sport loisir, c'est-à-dire 2-3 entraînements par semaine. On était toutes en sport amateur, hein. Jusqu'en 86, je crois que c'était sport amateur, donc pas toucher d'argent, pas être professionnel, alors que les pays de l'Est étaient quasiment des professionnels, elles. Donc voilà, nous on est arrivés pour changer un peu ce système-là, dire le sport loisir, ça ne nous intéresse pas vraiment. Nous, ce qu'on veut, c'est la compétition de haut niveau. Donc Joé Jaunet et nous, on a mis en place un système où on s'entraînait tous les jours, ce qu'on n'avait jamais vu à l'époque. Anne-Marie Colchen. Voilà, c'était ça. Je cherchais le nom d'Anne-Marie. Voilà. Anne-Marie Colchen a été de l'époque d'Edith Aver. Voilà, c'est ça. Beaucoup plus âgée que nous. Moi, je jouais un petit peu avec Edith Aver parce qu'elle était à Clermont-Ferrand, elle m'a entraînée. J'ai joué quand elle avait 40 ans, vous voyez. Donc, c'était plus du tout la même athlète déjà, mais pour nous, c'était quelqu'un de fabuleux parce qu'elle nous a mis le pied à l'étrier pour encadrer les jeunes. Elle était à l'AS Montferrand, donc là, c'est une histoire incroyable, c'est l'histoire du CUC. Avec l'AS Montferrand, elles étaient 3 fois championnes de France. Et comme Edith Aver a été démissionnée, on va dire, de l'AS Montferrand, toute la section a suivi et c'est comme ça qu'on a créé le CUC, Clermont Université Club, qui a bien voulu nous accueillir, mais on a dû démarrer en départemental et régional et tout ça avant de retrouver un titre. Vous connaissiez l'histoire ? Alors, je me souvenais plus forcément, mais j'avais lu dans Les Demoiselles de Clermont de Jean-Pierre Dussault, justement, un petit peu l'origine du CUC. Alors, ça va pas jusqu'à la fin, puisqu'il avait écrit pendant la période, justement, glorieuse du CUC. Oui, ceci dit, vous parliez justement d'Anne-Marie Colchen, qui avait des qualités athlétiques. Est-ce que quelque part aussi, elle a inspiré votre style de jeu qui était justement, qui dépotait un petit peu à l'époque, hein, puisque vous n'êtes pas une joueuse de grande taille, mais vous étiez vraiment le leader de cette équipe du CUC avec un style justement assez flamboyant, assez athlétique, avec beaucoup de prise de risque justement dans le jeu, enfin quelque chose d'assez inspiré finalement. Alors déjà, il faut que vous sachiez qu'à notre époque, on faisait de l'athlétisme. Grâce à Edith Aver et à Anne-Marie Colchen, on faisait jusqu'à 25 ans, on a dû faire de l'athlétisme, du volleyball, du handball. Moi, je faisais du vélo parce que j'adorais le vélo. Mais mon style, disons que j'avais une bonne... je savais courir, sauter, parce que je l'avais appris avec l'athlétisme, ça c'est sûr, hein, et ça me paraît très très important. Mais mon style, il a été inspiré par les garçons américains. Pour celui qui s'intéresse à la NBA, moi, je m'intéressais beaucoup à tous ces Américains qui arrivaient en France. Donc, j'avais des amis,
on s'entraînait à Clermont-Ferrand avec les Américains. Moi, mon style de jeu, je voulais que ce soit technique. Technique, et puis bon, j'avais un côté créatif, j'avais un côté... pour moi, le sport de haut niveau représentait aussi une façon de s'exprimer, vous voyez, de s'épanouir, de s'exprimer. Et puis moi, voilà, je voulais un style agréable, créatif et peut-être léger comme une danseuse, parce qu'à l'époque, on me comparait un peu à une danseuse. Et puis, on a fait des photos avec des danseuses qui imitaient les gestes de basket. C'était sympa, ça. J'avais vu des images vidéo effectivement avec des ballerines et vous à côté, justement, sur cette Oui, elles comparaison essayaient. de style. Voilà. Ouais, ouais, c'était amusant. Bon, c'est pas ça qui fait gagner une Coupe d'Europe, hein, mais c'était intéressant. Mais d'ailleurs, pendant les Jeux Olympiques actuels qu'il y a eu à Paris, j'ai vu que il y avait beaucoup de vidéos où, comment l'expliquer, je crois que c'est l'escrime surtout, ils ont fait des vidéos où ils comparaient à l'art, Oui. la danse ou autre chose. C'était Ah oui, sympa ça aussi. tout à fait. Et d'ailleurs, on parlera des Jeux de Paris 2024 en fin de podcast. Alors justement, on va revenir sur 76 et avant de parler des Jeux, pour resituer aussi dans le contexte, il y a un Eurobasket cette même année-là qui se déroule Mm. un petit peu plus tôt dans la saison, au mois de mai, il me semble. Et cet Eurobasket est organisé à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, Vichy, Moulins et je ne sais plus quelle est l'autre, la quatrième ville. Non Mais plus. Oui. voilà, mais en tout cas, ça se fait à proximité donc du fief du CUC, avec des objectifs élevés, notamment pour aller chercher peut-être une potentielle médaille d'argent. Bon, derrière l'URSS qui est clairement intouchable à cette époque-là, hein, qui est la Ouais, c'est super équipe de intouchable. l'époque. Voilà, donc une médaille d'argent vaut de l'or à cette époque-là, clairement. Et l'équipe de France avait déjà gagné 6 ans auparavant en Rotterdam également une médaille d'argent. Donc l'objectif, c'est de faire aussi bien. Bon, malheureusement, il y a eu une défaite contre la Tchécoslovaquie, l'URSS et le match pour la médaille de bronze. C'est contre la Bulgarie. Alors, il n'y avait pas de phase finale à cette époque-là, hein, c'est le classement. Et donc, la défaite contre la Tchécoslovaquie sont déjà un petit peu le glas des espoirs. Et pour le match pour la médaille de bronze, il y a une défaite contre la Bulgarie, avec donc au final une quatrième place qui peut-être est décevante. Enfin, en tout cas, est-ce que c'est comme ça que vous l'avez vécu? Quels sont un petit peu les souvenirs que vous gardez de cet Eurobasket? Alors déjà, de cette année 76, qui était l'année où je devais arrêter ma carrière, où j'ai arrêté ma carrière, l'équipe de France et le CUC avaient des objectifs, puisque c'est la même chose, très élevés. On voulait le titre de champion de France et je crois qu'on l'a eu, hein, de Oui. mémoire. On voulait une médaille à l'Eurobasket de Clermont-Ferrand, bien sûr, avec un public fabuleux de 6000 personnes là-bas, donc c'était important pour nous. On voulait aller aux Jeux Olympiques. Et puis même, je vais vous dire, on devait aller en Chine, ce qui était à l'époque exceptionnel. Et la tournée en Chine a été annulée. Et en fait, peut-être que notre équipe était en fin de carrière, mais surtout, on était extrêmement fatigués. On avait trop d'objectifs. On a eu trop de pression. Pour rien vous cacher, on était un peu écœurés, on va dire. Donc, quand on est arrivé à Montréal, c'était le dernier. Donc, Clermont-Ferrand, on n'a pas pu faire de médaille pour très peu de choses, probablement, pour très peu de points. Et quand on est arrivé à Montréal, eh ben, on était complètement naze, quoi. On était fatigué, démotivé aussi. Et voilà, c'est la faute à personne, hein. C'est la faute que notre équipe était fatiguée, lasse. Et voilà, on en avait fait un peu trop. Effectivement, vous arriviez peut-être en bout de course, mais c'est vrai que l'enchaînement Eurobasket, TQO, Jeux Olympiques, même si là, vous n'y avez malheureusement pas pu y accéder, ça faisait beaucoup sur une période de temps assez Ouais. condensée finalement. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr, c'était beaucoup trop et je me souviens d'une grosse fatigue, quoi. Toute l'équipe était fatiguée, quoi. Et, et un peu démotivée parce que les premiers résultats n'avaient pas été ceux qu'on voulait. Est-ce que j'ai cru voir que malheureusement, ça a été à Clermont-Ferrand, hein, donc on a dit, ou en tout cas dans les villes autour également, mais il n'y a pas eu d'engouement du public sur cet Je me souviens Eurobasket. pas. Non, pas de souvenir Bah, particulier là-dessus.
Non, non, je me souviens vraiment pas. Pour les Coupes d'Europe, il y avait toujours 6000 personnes. Pour le championnat d'Europe, oui, c'est curieux. Ça veut dire que c'est un public qui soutenait l'équipe du CUC avant tout, hein, et soutenait un peu moins l'équipe de France. Alors, on va passer à ce fameux TQO 1976 que vous avez déjà abordé. C'est important de faire une pause là-dessus, puisque ces Jeux olympiques de 1976, ils sont extrêmement importants pour le basket féminin. C'est la toute première fois que les femmes sont autorisées à concourir au basket. Et en fait, ce changement, on va l'expliquer rapidement, il s'explique par une loi, le titre 9, qui a été promulgué aux États-Unis en 1972, et qui en fait explique qu'aucune personne ne peut, sur la base de son sexe, être exclue de la participation d'un programme éducatif ou d'une activité qui bénéficie d'une aide financière fédérale. Bon, ça c'est propre aux États-Unis, mais en gros, ça va dire qu'à partir de là, les universités américaines qui ont un programme de basket masculin doivent obligatoirement développer un programme de basket et donc des compétitions féminines. Ça a évidemment entraîné un vrai essor du basket féminin, d'abord aux États-Unis bien sûr, et puis tout doucement dans le reste du monde. Avant de parler du TQO, Jackie, est-ce que vous, à votre niveau, peut-être vous avez ressenti ce changement en France ou pas du tout? Moi, je n'ai pas ressenti ce sentiment. On sait que les Américaines n'étaient pas encore au niveau qu'elles ont atteint aujourd'hui et aux résultats qu'elles ont eus. Bon, malgré tout, je crois qu'elles nous ont battus à Hamilton lors des qualifications des Jeux Olympiques. Mais non, comment dire, non, nous, ce qui était exceptionnel, c'est qu'on attire le public, nous, sport féminin, basket féminin, à l'époque, c'était quand même un sport, tout était sport masculin, surtout le foot déjà, le basket des garçons, même s'ils n'avaient pas de résultats, on parlait beaucoup plus d'eux. J'ai vu que le volleyball féminin avait été mis aux Jeux Olympiques 20 ans avant nous, alors que nous, le basket était un sport mondialement pratiqué, le volley un peu moins, il me semble. Voilà, donc c'était vraiment une année exceptionnelle que le basket rentre aux Jeux Olympiques. Et moi, j'aurais beaucoup aimé les faire pour cette idée-là, qu'on participe aux premiers Jeux Olympiques de Montréal. Mais voilà, on va en reparler, mais sachant qu'il n'y avait que 6 équipes de qualifiées, vous imaginez, c'est rien du tout dans le monde. Effectivement, 6 équipes et 2 places distribuées donc, dans ce TQO. L'équipe de France franchit l'Atlantique pour essayer de se qualifier. Vous l'avez dit, il n'y a que 6 équipes qui participeront au JO et le TQO d'Hamilton ne décerne que 2 places seulement. Donc un tournoi assez dense et relevé. Et vous arrivez donc quasiment un mois après la 4e place à l'Eurobasket. Donc dans quel état d'esprit vous étiez à ce moment-là? Parce qu'on a parlé de la lassitude, de la fatigue, évidemment, mais le fait d'aller chercher une place au JO, c'est tout nouveau. C'était pas un objectif de carrière auparavant puisque les JO n'étaient pas encore disponibles pour les femmes. Donc là, vous aviez cette possibilité de vous qualifier. Dans quel état d'esprit l'équipe de France arrive? Est-ce qu'elle est revancharde ou est-ce qu'il y a quand même ce poids un petit peu, cette lassitude qui continue dégrainer un petit peu le fil de l'équipe de France? Mes souvenirs sont loin de mon état d'esprit de cette époque-là et de celui de l'équipe, mais je pense que la lassitude était toujours là. Je pense qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour se qualifier, mais je crois donc qu'on a perdu contre l'Amérique de très peu, et puis on a perdu contre la Pologne. C'est ça, après prolongation. Oui, donc en fait, on a perdu de très très peu. Ça s'est joué sur très peu de points, 3-4 points on a perdu contre la Pologne, alors qu'on aurait pu gagner. C'était une équipe que d'habitude nous battions, hein. Donc ça veut dire que notre équipe était affaiblie. Hein, notre équipe était affaiblie et on n'a pas été à notre meilleur niveau. Dommage. Est-ce qu'il y avait une pression, Jackie, justement de nouvellement disputer des qualifications pour les JO, ou c'était de la même manière qu'un championnat d'Europe, par exemple, pour vous? Oui, pour moi, hein, ce qui me reste de souvenirs de cette époque-là, ça n'avait pas l'impact qu'ont eu les Jeux Olympiques de Paris, vous voyez. Oui. On allait être qualifié ou pas pour les Jeux Olympiques, on avait bien envie parce qu'on découvrait un pays, on découvrait autre chose, mais ce n'était pas l'impact que j'ai entendu lors des Jeux de Paris où tout le monde voulait participer, c'était si important. Alors aujourd'hui, je me dis, bah oui, pour nous aussi, c'était important, puis on ne l'a pas fait, quoi. C'est le sport.
Voilà, avec la grande carrière que vous avez eue, justement, est-ce qu'on peut considérer que là, c'était purement symbolique de participer à ces premiers Jeux Olympiques, ou est-ce que vraiment c'est un manque aujourd'hui, avec le recul dans votre carrière, hein? Je pense que c'était symbolique, c'est vous qui avez employé le bon terme. C'était pas très important et moi j'ai pas de vrais regrets concernant ces Jeux olympiques. Oui, ce qu'on doit comprendre, en fait, c'est que finalement, nous, des années plus tard, à l'échelle de l'histoire, on se dit: «Ah, c'était quand même les premiers. C'est dommage qu'il y ait pas l'équipe de France». Mais en fait, vous, à l'époque, vu que c'était les premiers, justement, il n'y avait pas vraiment de comparatif et c'était pas plus important qu'autre chose. C'est ce que je dois comprendre. C'est l'impression que j'ai, oui, que je me souviens pas, enfin c'est moi, hein, parce que peut-être que les autres joueuses ont pas les mêmes sentiments, mais oui, voilà, puis voilà, on sentait qu'on avait eu trop d'objectifs à tenir et que voilà, on a fait ce qu'on pouvait, mais on n'a pas eu la réussite. Donc une fois les TQ au passé, malheureusement l'équipe de France n'est pas qualifiée. Pour autant, on va quand même parler des Jeux de Montréal 1976, qui sont les premiers, donc on l'a déjà dit, où les équipes féminines participent et donc ont leur propre tournoi, même s'il n'y a que 6 équipes. L'URSS va encore dominer, hein, puisqu'on l'a dit, c'était l'équipe à l'époque qui était injouable, clairement. Parmi cette équipe, enfin, le leader de cette équipe du RSS, c'est Uliana Semenova, avec un palmarès là aussi long comme le bras, 2 fois championne du monde, 15 fois championne d'Europe, donc nouvellement championne olympique en 1976 avec cette participation. Uliana Semenova, c'est 2,13 m, l'arme absolue du RSS, mais malheureusement qui est moquée par le public. Elle a même refusé de re-rentrer en jeu sur un match et n'a pas disputé la deuxième mi-temps à cause des colliers du public. Quel est le souvenir que vous avez de cette joueuse-là, que vous avez affrontée à de très nombreuses reprises, notamment lorsqu'elle jouait sous le maillot de Riga? Alors déjà, moi je regrette beaucoup qu'on l'ait moquée comme vous dites. Cette fille a beaucoup de qualités. Elle avait beaucoup de qualités de basketteuse, mais c'était dans les années 70, tous les grands qui jouaient au basket, ou presque tous les grands, avaient un peu cette maladie de l'acromégalie. Ça veut dire les extrémités qui ont augmenté de façon anormale. Mais elle était très intelligente. Elle n'avait pas un grand physique parce qu'elle avait mal aux genoux, mal aux jambes. Elle s'échauffait très très peu, souvent, mais elle était capable de marquer 15 à 20 lancers francs à 100%. Et on lui avait appris un jeu où elle avait à faire qu'un geste très simple pour elle, et elle le faisait bien. C'est là que les Russes sont forts parce que je ne suis pas sûre qu'on aurait eu cette joueuse en France, on aurait pu la faire jouer aussi bien. Donc, moi, je regrette ce qui a été écrit dans les journaux, ce qui a été dit. Peut-être même qu'elle nous a menti parce qu'elle fait peut-être entre 2,15 m et 20. Mais bon, comme je l'ai rencontrée en 2019, vous avez peut-être vu, on est allé la voir. Oui, On l'a aidée parce qu'elle a été elle a été amputée amputée. on a fait une cagnotte pour l'aider. Voilà, moi, je reste amie avec elle. Et puis voilà, comment dire, voilà, c'était normal qu'elle gagne toute l'équipe Coupe d'Europe, tous les championnats, parce qu'il n'y avait pas que Semenova. Toutes les Russes étaient très très costauds. Elles nous donnaient 10 kilos de plus, elles avaient 10 kilos de plus, 15. Donc quand il y avait des chocs, elles nous baladaient un peu, quoi. Et puis avant Semenova, son nom me vient peut-être pas, mais la Russie gagnait tous les titres avec leur entraîneur. Leur entraîneur était une femme, et cette femme a été une grande joueuse russe, et elles ont gagné déjà. C'est elle qui a peut-être le plus haut palmarès, son entraîneur, parce qu'elle a eu les titres en tant que joueuse, en tant qu'entraîneur avec Semenova, puis après c'est un homme qui a pris le relais. Elle s'appelait Alexieva, a des titres incroyables en Russie, quoi. Donc l'URSS qui archi-dominait effectivement le basket mondial, hein, puisqu'il y avait déjà les championnats du monde qui Ah oui, existaient à elles cette n'ont rien époque-là. perdu. En Europe, elles n'ont rien perdu, hein. Voilà, et donc européen et mondial. Et justement, ça va nous permettre d'avancer un petit peu sur l'équipe qui a pris le relais par la suite. Oui, on peut quand même parler de cette équipe américaine qui était cette fois-ci l'outsider de la compétition. Ça fait un peu bizarre pour nous de le dire aujourd'hui. Il y avait quand même quelques grandes joueuses. Elles ont certes perdu contre le Japon, contre l'URSS, mais ensuite elles ont enchaîné 3 victoires: Bulgarie, Canada, Tchécoslovaquie.
Justement, on sait qu'après ces Jeux olympiques-là, le basket US féminin va vraiment, vraiment décoller. Quand même, Jackie, qu'est-ce que vous pensiez de cette équipe américaine à ce moment-là? Et vous, comment vous avez vécu leur évolution dans toutes les décennies suivantes? Bah, avec envie, hein, parce que c'est vrai que moi je connaissais Nancy Lieberman, je connaissais Marianne O'Connor, qui a joué à Clermont-Ferrand d'ailleurs, et puis donc elles avaient un beau basket, quoi, je veux dire, et puis c'était très différent des pays de l'Est. Les pays de l'Est n'étaient pas des créatives, elles n'étaient pas très techniques, c'était un vrai jeu collectif, bien, très bien, mais les Américaines avaient plutôt un style comme les garçons. Donc moi j'envie un petit peu. Alors ce qui est rigolo, c'est que quand je suis allée aux États-Unis voir les premiers camps, le summer camp, il y avait Nancy Lieberman qui avait 14 ans à l'époque. Et c'était déjà une grande joueuse, Nancy Lieberman. Puis après, voilà, donc sur les Américaines, oui, elles ont. Je pense que nous, on a fait avec le CUC une tournée en Amérique, dans les universités. On a gagné tous nos matchs, vous voyez, par exemple. Aujourd'hui, nous irions dans les universités américaines. Je ne suis pas du tout sûre qu'une équipe de France gagnerait tous ces matchs. Donc, elles ont évolué d'une façon faramineuse. Faramineuse. Et comment dire, le fait d'avoir créé une ligue féminine a beaucoup aidé. L'université est fabuleuse pour former les joueuses, les joueurs et les joueuses. C'est un peu différent aujourd'hui d'avant. Voilà, donc l'Amérique au plan du sport, c'est formidable. J'ai failli d'ailleurs y jouer avec une ligue professionnelle. Mais la ligue professionnelle où on m'avait invité n'a jamais été lancée. Je crois qu'elle a été lancée 20 ans plus tard. C'était les prémices de la WNBA, donc. Oui, ça s'appelait déjà plus ou moins comme ça. Mais ce n'était pas la NBA qui le lançait, c'était un financier qui nous avait invités au Plaza Athénée, au Plaza de New York, pas Athénée. Il avait présenté sa ligue, elle n'a jamais existé. Mais il avait sa vedette française, sa vedette brésilienne, sa vedette, je sais pas, on était 4-5 joueuses, vous voyez. Donc là, c'est ce qu'on disait, vous étiez quand même dans les pionnières en France, puisque on était encore sur un statut complètement amateur à l'époque où vous jouiez. Ah oui, oui, on était amateurs, on n'a pas gagné d'argent, mais disons que quand même, Jouet Jaunet avait réussi à copier le système russe, c'est-à-dire que l'État nous avait donné des postes de prof adjoint, on était rémunérés, on n'avait pas beaucoup d'obligations, quoi. C'est tout ça pour qu'on puisse partir en Coupe d'Europe toutes les semaines, quoi. Sans avoir besoin de poser de congé. Jackie, on va terminer ce podcast par une petite série de 3 questions, questions rapides, réponses rapides pour terminer notre échange. On va commencer par la première Oui. question, rapidement. Jackie, qu'est-ce qui a juste manqué, une seule chose qui a manqué à cette équipe de France, justement pour faire ces fameux Jeux de 76? Qu'est-ce qu'il a manqué? De la fraîcheur, probablement. De la fraîcheur. Et puis voilà, comme on était les pionnières d'un sport de haut niveau, aujourd'hui, les joueuses, elles ont franchi beaucoup d'étapes. Voilà, nous, on était qu'au début. Et c'était déjà pas mal. Alors, même s'il n'y a pas eu de compétition olympique pour vous, vous avez participé quand même à 6 championnats d'Europe. Quel a été votre meilleur souvenir? Probablement, c'est que quand nous avons eu la médaille d'argent à Rotterdam en 1970, on croyait à l'époque que les Russes pouvaient être battus, mais bon, on savait bien qu'on a été écrasés en finale. Mais passer de la dernière place en Europe, presque dans le monde, et arriver à la deuxième, c'était une victoire. On s'en est contenté. Et puis, en fait, moi, c'est la seule médaille dans des championnats que j'ai eu. Et on va finir en bouclant sur le présent. On va parler des Jeux Olympiques de Paris, bien sûr, 2024. Jackie, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez préféré dans ces Jeux Olympiques? Qu'est-ce que j'ai préféré? Regarder le basket. J'ai regardé le basket, mais regarder aussi le handball, que j'apprécie beaucoup dans sa manière de faire. Le volleyball, féminin, masculin. Mais c'est vrai que je m'intéresse plus au basket, au sport masculin que féminin. C'est comme ça, je l'avoue. Et donc, le fait que nos deux équipes aient eu une médaille d'argent, je ne me trompe pas, C'est bien ça. hein,
c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux pour nous. Donc, comme je suis très proche de Vincent Collet, j'étais contente pour lui. Et je suis un peu moins proche de l'équipe féminine, mais je suis contente pour elles aussi, parce qu'elles ont quand même, elles étaient à 2 doigts d'un exploit contre les Américaines. C'est pas passé loin, effectivement. C'est pas passé loin. Eh bien, Jackie, merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Merci de nous avoir raconté votre parole olympique et de nous avoir resitué le basket de cette époque-là. Merci beaucoup. Merci, Jackie. Merci à vous. Merci à vous. Passez une bonne journée. Merci, à très bientôt. Si vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout, d'abord merci énormément à vous. Et nous vous proposons maintenant de poursuivre l'expérience avec le livre écrit par l'équipe de Basket Rétro, l'histoire du basketball aux Jeux Olympiques, disponible dans toutes les bonnes librairies. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et de le partager. A bientôt pour une prochaine Parole Olympique.